Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission où on parle de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Delphine de France, directrice RSE du groupe Valgo, et aussi Céline Boucher, Happiness Officer du groupe Valgo. Elles sont venues en force aujourd'hui pour présenter les initiatives de Valgo. Le sujet du jour, la co-construction au service de l'engagement des salariés. Alors, bonjour Delphine. Bonjour. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous expliquer le contexte de votre mission? Donc moi je suis directrice RSE. On pourrait dire que j'ai en charge un peu le pilotage et l'animation de la transformation sociale et environnementale de l'entreprise. Notre objectif c'est d'inscrire l'entreprise dans les objectifs de développement durable. Et donc justement, à quels enjeux est-ce que vous faites face? Donc Valgo en fait c'est une entreprise qui travaille dans la réhabilitation d'anciens sites industriels, de friches aussi qui peuvent être des friches commerciales, qui intervient dans la dépollution et dans le désamiantage. Et donc c'est une entreprise qui intervient depuis plus de 18 ans et qui est fortement en croissance. Aujourd'hui, on a 600 salariés qui sont en France et dans le monde, notamment au Canada, au Brésil, mais aussi en Espagne, en Italie, on a même des chantiers en Afrique. Et donc avec cette croissance, on a des forts enjeux de recrutement. En 2022, c'était près de 132 salariés qu'on a recrutés. Donc vous imaginez au niveau de la taille de l'entreprise, les enjeux qu'il peut y avoir. Surtout qu'il y a des gens qui sont avec nous depuis plus de 18 ans, et il y a des nouveaux entrants. Et donc la problématique, c'est que le Valgo d'hier, ce n'est pas le Valgo d'aujourd'hui et ce n'est pas le Valgo de demain. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une culture commune, une vision, des valeurs partagées qu'on construit autour de notre président. D'accord, très bien. Et justement, on parlera ensuite avec Céline de la partie plutôt onboarding, intégration des nouveaux collaborateurs. Vous avez des collaborateurs très fidèles depuis une dizaine d'années pour certains. Vous êtes présent sur 13 agences, c'est ça? 13 agences dans 12 agences en France, oui. Et des agences à l'international. D'accord. Donc il y a des forts enjeux aussi de fidéliser, enfin de cohésionner en fait toutes ces cohésion personnes. De l'ensemble autour d'une vision commune et d'une stratégie d'entreprise qu'on co-construit. Alors ça a été permis, on l'a commencé en élaborant notre stratégie RSE il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc c'est une stratégie qu'on a co-construite avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc les salariés bien sûr, mais aussi les clients, nos investisseurs, nos fournisseurs, voilà, tout l'écosystème qui tourne autour de l'entreprise. Donc ça nous a permis de définir des grands piliers et des grandes ambitions. Donc un pilier qui est incontournable pour nous, c'est la performance sur les chantiers. C'est une attente très forte et des clients et des collaborateurs. Donc c'est tout ce qui est santé, sécurité, réduction des impacts environnementaux de l'entreprise. Et ensuite, 3 piliers qu'on co-construit. Un pilier lié autour de l'humain, dont parlera Céline. Un pilier autour de tout ce qui est la transition, donc la transition écologique, les enjeux de décarbonation de nos activités, d'intégration de la biodiversité, vraiment tout ce qui touche la préservation de l'environnement et qui est notre cœur de métier. Et ensuite un pilier lié à tout ce qui est les partenariats, nos relations avec les écosystèmes, donc avec les écoles, mais aussi avec, quand on a une agence en local, comment on travaille plus en local avec les collectivités. Voilà. Donc un socle et 3 piliers. Et justement, il y a des synergies entre ce que vous faites en interne, la stratégie RSE que vous menez au sein de l'entreprise, auprès de tous les collaborateurs, et en externe, puisque votre cœur de métier déjà participe à la stratégie RSE de vos clients. Est-ce que vous pouvez peut-être en parler? Oui, en fait, le cœur de nos métiers, c'est quand même une entreprise qui a de l'impact par essence, puisqu'on va aller dépolluer, on va aller traiter des eaux, réhabiliter des sites, permettre de reconstruire un peu la ville sur la ville. Donc on en parle beaucoup actuellement avec les enjeux du zéro artificialisation net. Donc on est une entreprise à impact. Quand un client choisit de reconstruire, enfin de déconstruire sur un site qui était pollué, plutôt que d'aller construire sur une zone agricole, on en parle beaucoup actuellement, forcément ça a un impact, ça a des coûts, mais ça a aussi un impact positif. Et tout l'enjeu... Est-ce qu'on peut recréer de la vie sur un sol bétonné par exemple?
Alors, Grande question. oui, mais ça demande des efforts en fait. D'accord. C'est-à-dire que quand on va intervenir sur une ancienne friche industrielle, il y a la notion de pollution, de mettre en conformité les niveaux de pollution avec ce qu'on veut faire ensuite dessus, mais des fois on intervient avec des techniques qui sont très destructives. Donc si on prend le cas de la désorption thermique, effectivement, vous n'avez plus de pollution après, mais on a chauffé les sols à très haute température, donc vous n'avez plus non plus de vie dans le sol. Il a perdu sa structure, il a perdu sa vie, donc finalement il a perdu un peu ses fonctionnalités. Oui. Donc l'enjeu, quand nos clients veulent aller plus loin, c'est non seulement de dépolluer, mais de ramener de la vie dans ces sols. Donc c'est pour cette raison qu'on a aussi des projets de R&D avec des partenaires pour réfléchir et tester en fait comment on ramène de la vie, comment on ramène du carbone, comment on fait en sorte que la biodiversité revienne dans ce sol-là. Et quand on est dans ce modèle économique-là, on est presque sur de l'entreprise régénérative, puisque on va redonner vie et repermettre une autre fonctionnalité à cette zone. Et la régénération, c'est le nec plus ultra de la dépollution pour le coup. C'est Vraiment, ça. on redonne de la vie à un sol qui est... On est allé au bout du cycle en fait. D'accord. Et peut-être sur la partie désamiantage, donc ça c'est d'autres procédés, d'autres techniques? Donc le désamiantage, on est purement sur la notion de santé humaine. Donc on l'a beaucoup utilisé dans les années 70 avant de s'apercevoir que ça avait un impact sur la santé. Donc maintenant on va réhabiliter. L'intérêt il y a une obligation réglementaire d'enlever l'amiante quand on va déconstruire ou même réhabiliter un bâtiment. Et réhabiliter un bâtiment, une nouvelle fois, ça permet d'éviter d'aller utiliser d'autres matériaux pour reconstruire un autre bâtiment. D'accord. C'est plus efficace de reconstruire un bâtiment ou de désamianter un bâtiment existant? Dans tous les cas, on sera obligé de désamianter, que l'on déconstruise ou que l'on réhabilite. Ah oui, d'accord. Même quand on le déconstruit, il faudra désamianter le site. De toute façon, oui. D'accord. Et alors, là, on a parlé des enjeux externes, enfin vraiment votre activité, ce que vous faites. Sur la partie interne, donc la stratégie RSE que vous mettez en place, il y a une partie sociale, une partie environnementale. Comment est-ce que les deux sont gérés en interne? Donc, on a choisi, en fait, et c'est la particularité de Valgo, de co-construire avec l'ensemble de nos salariés les actions. Donc, on a ces grandes ambitions qui sont portées avec des objectifs qu'on a chiffrés, notamment sur le recyclage des déchets qu'on peut faire sur nos chantiers, parce que c'est un grand enjeu. On gère énormément de déchets. Je crois que sur l'année 2022, on a géré plus de 300 000 tonnes de déchets. Donc, pour le compte de nos clients, mais 300 000 tonnes à gérer. Et donc, on s'est fixé pour objectif de valoriser plus de 80% de ces déchets. Donc, c'est de travailler sur le traitement, sur les filières, pour que ça n'aille pas simplement en décharge. On prend, c'est plus facile, hein. On prend et hop, on envoie en filière et on s'en occupe plus. Non, il y a toute une ingénierie à mettre en place pour envisager de pouvoir recycler une partie des terres, décontaminer puis réutiliser. Enfin voilà, Et c'est réutilisé dans la construction ensuite pour d'autres projets? Alors ça dépend des niveaux de pollution, mais oui, typiquement c'est des déchets, c'est des terres, hein, donc une fois qu'elles sont dépolluées, elles peuvent être concassées et réutilisées, soit en remblai, soit pour faire d'autres types de matériaux. On a toujours besoin de remblai. Quand vous faites une tranchée, vous avez besoin, vous mettez votre tuyau et ensuite vous mettez du petit béton, enfin c'est pas du béton mais des cailloux pour combler la tranchée. Et si les terres sont propres, on peut remettre des terres qui ont été dépolluées. D'accord. Et ça, est-ce que vous le faites plutôt sur un circuit court avec des projets à vous, ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires à qui vous revendez par exemple les matériaux? Alors, il y a différentes formes d'action. Soit effectivement, on a des filières qui ont déjà leur circuit de revalorisation. On va travailler avec eux. Soit on travaille en amont sur le projet avec le client pour voir les besoins qu'il y a sur site, pour pouvoir équilibrer au niveau du chantier. On a toujours intérêt à éviter de sortir en fait, les terres du chantier pour éviter justement tout le transport par camion, même si on essaye aussi de faire du transport par barge. On a toujours intérêt à plutôt revaloriser et traiter les matériaux sur site et les réutiliser sur site que de les sortir. Donc là, on a parlé des enjeux externes, d'enjeux internes, et puis l'activité, le cœur de l'activité du groupe Valgo. Il y a des collaborateurs partout dans le monde et dans du coup 13 agences. Comment est-ce que ces différents collaborateurs, soit en bureau, soit sur le terrain, s'approprient ces enjeux-là
et peut-être propose aussi des actions à mettre en place. Donc là, vous touchez le cœur du sujet. En fait, donc on a un gros enjeu de sensibilisation de nos salariés. Oui. On a un enjeu de les outiller, de leur permettre de s'approprier ces enjeux, notamment au niveau technique. Donc là, on a plusieurs appuis. On a les appuis de nos services santé et sécurité qui sont en relation directe avec les salariés sur les chantiers. On a mis en place aussi des outils internes puisqu'on a créé ce qu'on appelait une calculette carbone. Donc c'est au stade de l'offre, ceux qui chiffrent les offres peuvent rentrer ce qu'ils vont utiliser sur le chantier, se rendre compte de l'impact CO2 et voir si en proposant une variante, ils ont un impact positif ou négatif. Donc ça leur permet de choisir des solutions techniques plus appropriées d'un point de vue environnemental, en tout cas d'un point de vue carbone. Et pour faire le lien en fait avec le terrain. Vous proposez un coût carbone, enfin il y a un coût carbone qui est affiché sur le logiciel que vous avez développé, ce qui permet aux collaborateurs d'avoir une transparence aussi sur le chantier lui-même. Et puis aussi c'est quelque chose que vous pouvez valoriser auprès de vos clients. C'est ça. On a des clients, notamment en Retia, qui sont très sensibles à cet aspect-là. C'est inscrit dans leur stratégie propre et du coup, comme on est fournisseur et qu'on va avoir un impact sur leur bilan carbone au global, ils sont très vigilants à ce que le chantier soit vertueux en fait, et choisissent des techniques moins émettrices du CO2. D'accord. Et pour eux, ça va être ça va être une ligne positive dans leur bilan carbone. C'est quelque chose qui va réduire leur coût carbone ou pas? Forcément, si nous, le chantier qu'on fait pour leur compte, puisqu'on est fournisseur, est plus vertueux, ça va être plus vertueux pour leur bilan carbone global. Bien sûr, donc ça c'est tout l'enjeu du scope 3. Ça se voit au bout de combien de temps? Parce que quand il y a une dépollution, un désamiantage, peut-être c'est sur des années. Le bilan carbone, on ne voit pas une réduction du bilan carbone effective tout de suite. Alors si, on le voit, si on choisit sur le chantier d'utiliser une technique, par exemple, de traitement in situ, plutôt qu'avoir plein de camions, l'enjeu il est immédiat sur le chantier. Tous les jours, au lieu d'avoir des camions, on traite sur site la pollution. D'accord. Oui. C'est une solution plus efficace puisque tout est géré localement. C'est ça. Et avant, en fait, ils devaient avoir recours à la dépollution hors site. C'est ça. D'accord, très bien. Donc en interne, comment est-ce que c'est géré? On était en train de voir ça. Comment est-ce que les collaborateurs s'approprient le sujet? Vous mettez en place des moments de partage d'initiatives peut-être? Oui, alors on a de la chance d'avoir un président qui est très impliqué. Donc moi, quand je suis arrivée, il a fait la tournée des agences avec moi déjà pour expliquer en quoi pour lui c'était important et qu'il y tenait et que c'était un enjeu du futur pour l'entreprise. Oui. Donc ça, c'est primordial. Je veux dire que d'avoir un chef d'entreprise qui prend le sujet à bras-le-corps et qui donne les moyens de faire en fait un peu cette transformation qui est quand même significative pour une entreprise. On a plusieurs services qui travaillent sur ces sujets, donc c'est de l'investissement. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on a mis en place ce qu'on a appelé des ambassadeurs RSE, donc des personnes dans chaque agence et chaque activité qui sont plus en lien avec nous. On se réunit une fois par mois. On a aussi des moments de formation où nous, on va la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois, on est allé à l'Académie du climat à Paris pour se réunir, faire ensemble une fresque du climat et puis surtout réfléchir à quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait faire. Donc ce lien avec le terrain, il est très important parce que sinon, on peut faire les plus belles stratégies du monde qui claquent, mais ça reste du greenwashing s'il n'y a pas les actions derrière qui sont concrètes. Très bien. Donc ce réseau d'ambassadeurs, aujourd'hui, c'est 15 personnes qui se réunissent une fois par mois et qui font le relais d'informations, des propositions d'action. Et ça s'est traduit aussi, par exemple, prochainement, nous allons mettre en place Maoba Boa, donc une solution en fait pour faire encore plus d'engagement des collaborateurs. On a choisi ensemble des actions qu'on allait faire, chacun individuellement. Quand ils font des actions, ça permet de gagner des points. C'est un peu challenge et ça va déclencher en fait du soutien à des entreprises, des associations qui font des actions alors, en environnement, mais pas que. Aussi, on a choisi de soutenir l'action Rose Up, donc qui fait des actions en faveur des femmes atteintes de cancer du sang, par exemple. D'accord, donc vous menez aussi bien des actions environnementales que sociales.
Et ça, à tous les niveaux dans l'entreprise. C'est ça. La stratégie, donc, le sujet du jour, c'est la co-construction au service de l'engagement des salariés. On voit bien l'aspect vraiment co-construction d'une stratégie RSE et les bénéfices pour l'engagement des salariés, puisque tout le monde y participe en fait. Tout le monde y participe, tout le monde est engagé et tout le monde est dans la même direction grâce à la vision et au cap qu'on a donné. D'accord, très bien. Avant de donner la parole à Céline sur les enjeux plutôt RH, est-ce que vous avez des conseils à donner à des entreprises pour développer cette stratégie RSE comme vous le faites? Donc je dirais que le conseil principal, c'est la communication. C'est-à-dire que c'est important de faire le lien. Une stratégie RSE, ça ne se construit pas que d'en haut, ça ne se construit pas sur juste une philosophie. C'est vraiment un lien entre le top management et les salariés. C'est une vision qui se construit pour aller ensemble vers un objectif, mais surtout avec des actions concrètes, chiffrées. Très bien. Il faut communiquer pour co-construire. C'est ça. Delphine, merci beaucoup. Merci. Et on va donner la parole à Céline du coup sur la partie RH. Merci. Merci. Alors voilà, maintenant on accueille Céline Boucher, qui est Happiness Officer du groupe Valgo. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer votre mission chez Valgo? Tout à fait. Donc Happiness Officer chez Valgo, c'est avant tout une tour qui permet d'avoir une vision à 360 sur la qualité de vie au travail des collaborateurs. Cette tour travaille en étroite collaboration avec d'autres départements, le département RH, mais aussi le département RSE, pour tout l'engagement sociétal et environnemental de l'entreprise. Aujourd'hui, ma mission, mon objectif principal reste d'introduire au sein de l'entreprise une collaboration harmonieuse pour que l'entreprise puisse aller vers ses engagements et les défis qu'elle s'est fixés. D'accord. Donc il y a une partie RH, une partie RSE. Finalement, ce que vous faites, c'est la cohésion entre tout ça. Exactement. Et puis il y a une notion aussi de sécurité peut-être, puisque dans vos métiers, c'est un métier qui est assez technique. Et oui, puis, tout à fait. Il y a des hommes sur le terrain, sur les chantiers. Donc effectivement, la notion de sécurité est toujours prise en compte. Pour nous, c'est intégré directement dans la notion sociétale, où il y a toujours la notion de sécurité qui est prise en compte par rapport au travail et à la mission du salarié. D'accord. 50% de vos employés travaillent sur chantier, c'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça aujourd'hui. D'accord. Le reste en bureau. Donc c'est vraiment. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est vraiment moitié-moitié. D'accord. Et donc aujourd'hui, toute politique que nous prenons ou toute action que nous prenons, nous le faisons en sorte pour que ça englobe la totalité de nos salariés, oui. pour qu'aucun ne se sente exclu ou oublié, mais en même temps pour qu'ils aillent tous vers une vision globale et qu'ils partagent les mêmes valeurs. D'accord. Alors justement, quels sont les enjeux de votre mission aujourd'hui chez Valgo? Alors, ma mission aujourd'hui, justement, comme je disais à l'instant, c'est d'entraîner et d'englober le maximum de salariés. Par exemple, nous avons mis en place un processus d'intégration qui est parti d'un constat assez simple à mon arrivée il y a 3 ans. C'est que les salariés, aujourd'hui, effectivement, nous avons 50% qui sont sur le terrain et 50% qu'on peut considérer dans les bureaux, en fonction support ou en tant que manager. Donc aujourd'hui, les processus d'intégration étaient assez inégaux. Parfois, l'entreprise dépensait des milliers d'euros pour recruter des nouveaux salariés de façon qualitative. Enfin, on espère toujours qu'un salarié va donner satisfaction. Et puis après, une fois qu'il avait signé son contrat de travail, il ne se passait plus rien. Et selon certains départements, il y avait même une non prise en compte du salarié parce que souvent, il avait une vision qui s'arrêtait vraiment à sa fonction. S'il était, par exemple, sur un chantier, chef de chantier, sa vision s'arrêtait vraiment à son travail au quotidien. Et on trouvait ça dommage parce qu'après, il y avait des manques de communication, d'échange et peut-être parfois même d'expérience entre les différents départements. Pour cela, on a mis en place un processus d'onboarding qui accueille le salarié dès son premier jour. Et donc, la première mission de cette démarche d'onboarding, c'est d'abord qu'il se sente juste accueilli, quelle que soit sa fonction. Et pour nous, c'est important que quelle que soit sa fonction, il ait le même accueil. Ça consiste concrètement à la nomination d'un parrain ou d'une marraine dans l'entreprise qui va l'aider à naviguer au sein de l'entreprise dans un premier temps. Et après, ça consiste à 10 jours complets où il va rencontrer les autres collaborateurs, soit des personnes avec lesquelles il va travailler directement ou pas, mais il va les rencontrer en face à face. Donc chacun va se présenter et va expliquer pour quelle mission il a été intégré dans l'entreprise. Et ça, on pense que c'est une prise en compte humaine qui est très importante pour le respect et bien sûr les travails après entre collaborateurs au sein de l'entreprise. D'accord. Le collaborateur, à partir du moment où il arrive dans l'entreprise, il rencontre différentes personnes de différents secteurs. Tout à fait. Ça lui permet de lui donner une vision générale en fait, de l'entreprise. Voilà. On avait une vraie volonté que ce ne soit pas tout de suite mis à son poste de travail avec tout de suite des tâches,
même si bien sûr il se met rapidement au travail, mais qui est d'abord cette période de rencontre qui soit autorisée et surtout validée par les managers, parce qu'on se rend compte que souvent un manager, quand il attend un salarié, souvent il est un petit peu impatient qu'il arrive, soit parce qu'il a une mission à lui confier, mais cette période, maintenant qu'elle a été validée par l'ensemble du management, on se rend compte qu'elle donne beaucoup de confort de part et d'autre. D'abord, le salarié se sent accueilli, et pour le manager, c'est tout un processus qui lui incombe moins, parce que souvent il le faisait avec ses moyens ou ses capacités, parfois même de ressources humaines, qui sont un peu inégales selon chaque manager. Si quelqu'un est plutôt de formation ingénieur, il n'a pas forcément la même appréhension que quelqu'un qui est plutôt une formation peut-être fiscaliste ou juridique. Oui. Et donc là, du coup, il y a une harmonisation dans l'ensemble de l'entreprise. Tous les salariés sont accueillis de la même façon. Et je pense que du coup, dès l'intégration, il y a un vrai esprit d'équipe qui se crée. D'accord. Est-ce que vous avez constaté des résultats notables là-dessus, oui, sur l'intégration des collaborateurs? Parce que derrière l'intégration d'un salarié, il y a souvent ce qu'on appelle aussi la gestion de la période d'essai. Oui. Et nous, c'est ce qui nous a quand même mis en alerte immédiatement. Parce que quand on a fait avant de mettre en place ce processus, la période d'essai était reconduite de façon parfois systématique, par manque de temps du supérieur hiérarchique, avec un taux très élevé. C'est-à-dire qu'on avait quand même plus de 60% de reconduction de période d'essai. Ce qui n'est jamais très satisfaisant pour une entreprise, ni pour un collaborateur. Parce pour la motivation aussi du collaborateur. Exactement. On risque de démotiver, voire effectivement d'avoir des départs de collaborateurs qui ne se sont peut-être pas sentis pris en compte. Voilà. Aujourd'hui, grâce à toute la démarche d'intégration, que ce soit la démarche donc déjà de face à face pendant 10 jours, après il y a tout un processus où tous les collaborateurs du même mois qui intègrent l'entreprise le même mois sont réunis durant une matinée où on leur fait une présentation, encore une fois qu'ils soient opérateurs sur les chantiers ou qu'ils soient managers, voire membres du COMEX, tout le monde a la même présentation ensemble au même moment avec des échanges, ce qui nous permet à nous l'entreprise de nous assurer qu'il y a déjà un partage des valeurs et de savoir dans quelle direction nous allons tous. Et donc on s'est rendu compte, avec accompagner cela d'une mise en place de process pour justement la gestion de la période d'essai, ça a entraîné qu'aujourd'hui nous sommes à un taux inférieur 2 ans après à moins de 20% de reconduction systématique de période d'essai. Et pour nous, c'est notre résultat le plus important. D'accord. On constate que justement cet onboarding qui est bien fait, qui est bien mené, ensuite ça permet de co-construire, d'engager les collaborateurs, et ça, quel que soit le poste de la personne en fait, dans l'entreprise. Ça engage le salarié se sent pris en compte, mais aussi le manager. Souvent on se rendait compte que la gestion de la période d'essai était souvent liée au manager. Oui. Et bon, tout manager, il n'a pas forcément que le nouveau salarié à s'occuper, mais là le fait qu'on ait mis en place un process bien rythmé et bien timé, donne aussi beaucoup de confort aux managers pour faire les choses au fur et à mesure et surtout qu'elles soient faites en temps et en heure. D'accord, très bien. Donc vous mettez les valeurs comme socle commun pour partager en fait. Et un process en place qui permet à chacun de se sentir à l'aise. Très bien. Il y a un autre sujet, un autre exemple que je voulais aborder avec vous, c'était la tournée des agences que vous faites très régulièrement avec justement avec Delphine. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez en parler? Bien sûr. Donc cette tournée, nous l'avons commencée il y a 2 mois. Elle est partie d'une vraie volonté de faire un audit global, donc selon 3 axes. Alors selon 3 acronymes, on va dire, mais on va en parler plus longuement. La qualité de vie au travail de nos collaborateurs, ce qu'on appelle la QVT, la SSE, ce qu'on appelle la sécurité et la santé en entreprise, et bien sûr la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Selon ces 3 axes, nous avons audité l'ensemble de nos agences. Auditer, c'est-à-dire que nous sommes allés concrètement avec Delphine sur le terrain, et là nous sommes allés à la rencontre des collaborateurs. Ça passait du check, bien sûr, aussi bien des bâtiments, des checks techniques, on regardait par exemple les isolations thermiques, que bien sûr les aménagements intérieurs, ou bien sûr que les process de travail de nos collaborateurs. Un directeur d'agence, comment travaille-t-il avec ses équipes, quel processus a-t-il mis en place pour respecter la sécurité, mais aussi le bien-être des salariés. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que nous faisons cette tournée, nous avons audité à peu près 50% des agences et on se rend compte que systématiquement, il y a un plan d'action qui est défini. Alors aujourd'hui, les niveaux de plan d'action sont différents selon ce que nous avons vu sur le terrain et ça peut aller de simples aménagements avec des petits travaux qui incombent à l'entreprise à des recommandations qui sont faites par notre département immobilier aux bailleurs et des demandes d'engagement du bailleur pour bien sûr améliorer peut-être parfois l'état des bâtiments ou l'accueil de nos collaborateurs au sein de ces bâtiments,
Et parfois, ça peut même entraîner, heureusement c'est plus rare, mais ça nous est arrivé sur une agence, la demande de relocalisation de cette agence parce qu'elle ne répondait pas aux critères de façon satisfaisante pour que nos collaborateurs continuent à travailler en toute sécurité au sein de cet établissement. D'accord. Voilà. Cette tournée, elle permet de récupérer du feedback, en fait. On parlait aussi dans un autre épisode de la culture du feedback. Vous récupérez du feedback sur le terrain rapidement et vous mettez en place des actions pour répondre à ce feedback. Des plans d'action concrets. Et c'est exactement ça, c'est le feedback. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une valeur au sein de l'entreprise. Alors c'est difficilement quantifiable et cependant, nous on le voit bien au niveau des retours. Les collaborateurs ont vraiment un très grand plaisir à nous recevoir sur le terrain. Ils sont vraiment satisfaits qu'on partage avec eux leur quotidien. D'accord. Même parfois ils sont rassurés et parfois ils nous partagent des moments aussi où ils n'ont pas forcément trouvé de solution et ils sont contents de nous y ouvrir. Mais on se rend compte aussi, et c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que les managers ils trouvent aussi beaucoup de confort parce qu'ils se rendent compte que leurs équipes, qui n'ont peut-être pas forcément la possibilité de visiter aussi souvent ou pour lesquelles ils n'ont pas peut-être le temps de faire ce check, on va dire, plus global, ils ont un vrai feedback de la façon dont leurs équipes travaillent au niveau des process, mais aussi dans quelles conditions ils travaillent, et enfin un vrai feedback humain, comment leurs équipes se sentent sur le terrain. Et ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, même pour les managers, ça leur apporte beaucoup de confort. Ouais. On a vu dans différents épisodes de l'émission, la valeur et vraiment le fait que la transparence, c'est quelque chose de très précieux dans l'entreprise et pas inné d'ailleurs. Il faut créer en fait ce climat de transparence et de confiance pour que à tous les niveaux, en fait, on puisse parler et dire ce qui ne va pas sans avoir peur en fait derrière d'un retour de bâton, disons. Il y a la peur, où il y a aussi faut avoir envie de voir. Nous, notre démarche d'aller sur le terrain, c'était avant tout la volonté de faire un véritable constat. Oui. Et si on y va à deux, c'est important d'avoir une vision RSE, mais aussi d'avoir une vision humaine. Et nous, aujourd'hui, ce double constat nous permet d'aller plus loin. Et on espère effectivement de faire changer les choses, de faire évoluer. Et je crois qu'au niveau des collaborateurs, ils l'ont très bien compris. Autant peut-être au début, il y avait peut-être un sentiment de méfiance. Ils se disaient, c'est jamais très bon quand les équipes du management descendent sur le terrain, on n'est jamais très à l'aise. Mais très vite, ils ont bien compris que c'est dans une vraie volonté de construction. D'accord. Voilà. Et d'aller vers un état des lieux, vers quelque chose de satisfaisant pour eux au quotidien, mais aussi pour nous, de nous assurer que nos collaborateurs aient une véritable qualité de vie au travail. D'accord, très bien. Est-ce que, Céline, vous avez des conseils à donner à des entreprises pour mettre en place ce climat de transparence et puis peut-être une application qui est intéressante, voilà, la tournée des agences ici que vous faites? Voilà, nous, ce qui était important pour nous dans cette co-construction entre différents départements, c'était l'intégration, tel un triangle, des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'un côté, les RH n'ont pas travaillé dans leur coin en se disant tout ce qui est onboarding, ça c'est notre domaine. Ils ont accepté vraiment de tendre la main vers les HO, mon poste. Il y a aussi une intégration du département RSE avec l'arrivée de Delphine, donc ce qui a permis de faire un véritable triangle, aujourd'hui qui est une base solide pour Valgo, qui lui permet de s'assurer que ses salariés vont les accompagner le plus longtemps possible. Bien sûr, très bien. Voilà. Est-ce que vous avez une ressource à nous conseiller? Donc l'entreprise contributive de Fabrice Bonifay, qui parle bien sûr dessous d'une entreprise régénérative, et nous ça semblait évident pour nous, puisque notre cœur de métier est de régénérer les terres. Donc on pensait que le fait de contribuer en allant plus loin, en introduisant la régénération à l'intérieur même de notre structure, nous permettait effectivement de mener Valgo vers les défis du futur. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Céline, et puis merci à vous aussi qui êtes restés jusqu'à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à le partager au maximum pour donner l'exemple et inspirer d'autres entreprises. Dites-nous tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Culture Responsable.